Il n'y en a S'il vous pas, il plaît, y en nous a sommes en pas. ligne avec Sophie Audugé, qui est présidente de SOS Éducation. Bonjour madame, merci d'être en direct et de réagir après ce drame qui nous choque tous. Déjà parce que c'est arrivé dans une école, un lieu où ça ne devrait pas arriver. Ensuite parce que l'acte aurait été commis par un jeune homme de 16 ans, donc extrêmement jeune. Et la question qu'on vous pose et qui, d'ailleurs, sous-jacente au débat que nous venons d'avoir, est-ce que, à votre avis, est-ce que ce drame qui est survenu ce matin est symptomatique d'un malaise dans l'éducation nationale? Peut-être plus large d'ailleurs, plus global. Alors d'abord, je voudrais évidemment faire part de mon immense tristesse face à l'assassinat affreux de cette enseignante. C'est un drame absolu qui touche évidemment toute la communauté éducative. Et dans la communauté éducative, je pense l'ensemble des Français. Je crois que la situation aujourd'hui, c'est une situation de recueillement évidemment face à ce drame, d'attendre évidemment qu'une enquête sérieuse et approfondie soit faite, de manière à ce qu'on puisse tirer des apprentissages de ce qui s'est passé. Après, évidemment, on ne peut pas faire illusion face à ce drame. Le système éducatif français va très mal. On essaye de se rassurer en se disant que dans un certain nombre d'établissements, ça se passe bien, qu'un certain nombre de professeurs font tout ce qu'ils peuvent, et évidemment, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'action collective, l'action de l'État, en dehors même de tout clivage politique, c'est de recentrer la mission de l'école sur le fait que chaque enfant qui y entre sorte en sachant lire, écrire et compter, en sachant se comporter en société. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et l'école n'est plus en capacité aujourd'hui de garantir tant la sécurité des élèves que la sécurité de ses professeurs. Je veux Et dire, la faute à qui? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de responsabilité parentale qui fait défaut? les parents seraient des moins bons parents aujourd'hui qu'hier, je ne sais pas. Non, moi je crois qu'il y a un refus du rôle de l'école en structure qui est par nécessité un sanctuaire. En dehors de toute idée religieuse avec le terme, mais l'école doit garantir aux enfants un espace qui est apaisé, dans lequel les querelles des hommes n'ont pas leur place. Et ça, aujourd'hui, on ne leur garantit plus du tout. Et on écoutait la psychiatre qui intervenait tout à l'heure, elle le disait très bien. On a des enfants aujourd'hui qui sont extraordinairement abîmés parce qu'on leur met dans la tête un monde qui va très mal. On leur met dans la tête que ce monde va très mal à cause de leurs parents et de leurs grands-parents. Et quelque part, on a abîmé même la capacité des parents à les protéger. Et donc, ils doutent de l'école, évidemment, mais ils doutent aussi de la capacité de leurs parents à connaître le monde dans lequel eux vont devoir se défendre. Ce qui est très troublant quand vous entendez des jeunes aujourd'hui, ils vous disent pas je vais inventer le monde de demain. Ils vous disent est-ce que le monde de demain va encore vivre et survivre? Est-ce que je veux des enfants dans un monde comme ça? Oui, en plus, Alors que ça relève l'école, plus de l'angoisse, là. C'est même plus des craintes ou une absolument. inquiétude, c'est une angoisse qui les étreint, finalement. Absolument, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup évoqué pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire de ne pas limiter la notion de la santé des enfants à une approche médicale, mais évidemment la santé psychique. Et ce drame va évidemment amener tout un ensemble d'autres questions, notamment sur la manière dont on accueille les enfants en situation psychologique ou neurotypique C'est ce que je disais dans tout à l'heure. l'école. Voilà, puisqu'il y a également quand même des fonctionnements qui sont très critiquables. Nous, on avait été contactés il y a une année ou deux par une professeure de français qui avait une élève qui avait un trouble psychotique. Elle n'en savait rien. L'enfant avait été déscolarisé pendant 1 an et demi. Elle n'avait pas été au courant. Très rapidement, elle se rend compte que cet enfant projette, enfin transfère sur elle et l'invite à échanger sur la littérature, puisque c'était une élève brillante qui se passionnait, commence à lui parler du fait qu'elle écrivait un ouvrage, qu'elle voulait le lui faire lire. Donc elle se rapproche de l'infirmière qui lui dit écoute, je peux rien dire, mais fais attention. Le fait est que plusieurs mois plus tard, l'enfant fait une tentative de suicide et dit que c'est de la faute de sa professeure en donnant le nom de la professeure. Et la professeure l'apprend avec le chef d'établissement à sa porte le vendredi soir à 17h. Elle est rentrée chez elle, elle a repris sa voiture, elle est rentrée chez elle sans aucun accompagnement. Mmh. Voyez, et en fait, ce qu'on apprend après, c'est qu'effectivement, cet enfant, alors pour elle, ça s'est bien terminé, puisque la maman
l'enfant, le milieu médical a confirmé que c'était l'enfant qui avait une difficulté, etc. Mais enfin, elle a vécu quand même 15 jours d'enfer, sans aucun accompagnement. Euh, et il y a un élément qu'il faut interroger aussi, c'est que cette information-là fait partie du secret médical. Donc les professeurs, elles n'avaient pas à avoir cette information. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce drame peut nous amener quand même à poser des questions qui sont aujourd'hui des questions importantes dans une école où, comme le disait Kevin Bossuet, on demande tout aux professeurs, mais les profs ne sont pas ni des psychiatres, ni des infirmiers, ni des médecins. Dans une école où la médecine scolaire est tout simplement absente. Je veux dire, on a un médecin pour 1200 élèves. Il n'y a plus de psychologues scolaires. Donc, je veux dire, on est incapable de prendre en charge ces enfants-là. La situation du harcèlement, elle est dramatique en France aujourd'hui, à l'école. Et là où c'est pareil, je me permets de réagir, c'est que j'ai écouté vos interventions précédentes et on se pose la question du nombre. Je crois qu'un de vos intervenants disait oui, mais ça concerne combien de personnes? Parce que finalement, ça ne concerne pas tant de personnes que ça. Est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose du registre d'un changement de politique? Je voudrais quand même alerter sur le fait que l'assassinat de Samuel Paty, on avait peu de phénomènes et en tous les cas, infiniment moins qu'il y a quelques mois, aux 2 ans d'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, où les actes ont explosé littéralement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut se faire attention aussi. Alors, Voilà. beaucoup de questions en plateau pour vous. On va commencer avec Yvan Rioufol. Oui, Sophie Oliger, vous nous parliez d'école sanctuaire, que l'école avait été un sanctuaire. Est-ce que cette perspective est à nouveau envisageable? Et si oui, par quoi passerait cette école sanctuaire si elle pouvait être rétablie? En quelques mesures, enfin, je ne sais pas si, naturellement, c'est compliqué à y répondre, mais quelles seraient les priorités essentielles pour retrouver ce sanctuaire? Alors, nous, c'est très clair, hein, SOS Éducation, on a fait un programme de 30 mesures il y a déjà plusieurs mois. Hein. Malheureusement, ça fait plaisir à personne de revenir à une école qui se consacre sur 2 missions aujourd'hui, instruire, protéger. Moi, je ne pense pas que quand on est ministre de l'Éducation nationale d'une école dans l'état où elle est aujourd'hui, on peut le lundi dire que la priorité, c'est la lutte contre les inégalités, le mardi dire que c'est l'instruction, le mercredi dire que c'est l'éducation à la sexualité, le vendredi dire qu'on va refaire un truc contre l'homophobie. C'est pas possible en fait. Je pense qu'on ne peut pas tout régler tous les problèmes de l'école aujourd'hui, que l'école s'est chargée de prendre. Il y a une priorité aujourd'hui, c'est que les élèves qui rentrent dans un espace qui est sécurisé, que les professeurs rentrent dans un espace sécurisé, qu'on leur garantisse qu'ils vont apprendre des faits et non pas des idéologies, que les professeurs soient formés pour ça et que les autres fonctions de l'école soient réhabilitées pour tenir leur place dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde dans lequel les enfants, quand ils quittent l'école, sont sur les réseaux sociaux, regardent de la pornographie dès 9 ans, sont dans un système de violence inouïe en permanence, avec une désinformation totale, dont ils croient pour 40% d'entre eux ce qui est dit par un influenceur dès lors qu'il a un peu de followers. Ça, c'est une réalité de nos enfants aujourd'hui. Ce qu'on leur propose à l'école aujourd'hui, c'est de ne pas faire trop rupture avec ça. Moi, je pense que c'est gravissime. Il faut leur donner, leur offrir ce que notre génération a pu avoir. C'est-à-dire quand elle arrivait dans l'école, elle avait autre chose. Alors évidemment, ça ne nous amusait pas. C'était pas obligatoirement génial d'apprendre toutes les poésies qu'on a appris, de se lire tous les grands auteurs. Enfin, qu'est-ce qu'on est heureux aujourd'hui d'avoir adopté cette pensée qui nous permet de prendre de la hauteur sur des situations, qui nous permet de prendre de la distance par rapport à ce qui nous arrive, qui nous permet d'être empathique vis-à-vis des autres. Je veux dire, aujourd'hui, on prive nos enfants de ça. Il faut quand même être très clair. Une question de Pierre Lelouch également. D'abord, un mot pour féliciter Madame Audugé d'un énorme bon sens qu'elle vient de prononcer. Si on arrivait à remettre l'école sur les rails qu'elle a indiqués, je crois qu'on aurait fait Instruire, protéger. énormément progresser notre pays. Sur la partie des désordres psychologiques qui ne peuvent pas ne pas toucher nos enfants après ce qu'ils subissent tous les jours dans les écrans et autres, quelles sont ses recommandations? Comment est-ce qu'elle voit le niveau de surveillance médicale et psychiatrique dans les écoles? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Des surveillants ou bien plus de médecins et lesquels et quelles sont les données chiffrées que vous avez pu regarder dans votre association? Alors, je pense que comme toute situation qui est quand même arrivée à un niveau
de délabrement assez inquiétant, il faut agir on va dire, à deux temporalités. Une temporalité pour demain et une action pour tout de suite. La temporalité pour demain, je crois que c'est Kevin qui l'évoquait, il faut prendre en charge la question de la sociabilité dès la primaire, je vais même vous dire même au niveau de la maternelle. On découvre aujourd'hui des violences en maternelle C'est En vrai. qui sont absolument maternelle? Ouais, invraisemblables. c'est vrai que c'est... Absolument, absolument, Ça m'a été rapporté. absolument. Mm. Voilà. Donc, si vous voulez, là, il y a un vrai projet politique de santé des enfants et d'instruction des enfants, de sociabilisation des enfants qu'on ne fait plus du tout, ou qu'on fait mal, Mm. ou qu'on ne fait pas assez par rapport au monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pour demain. Pour aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'effectivement, on a une jeunesse qui va très mal. Elle va très, très mal. Donc, il me semble effectivement qu'il faudrait que dans tous les établissements scolaires, à la fois au collège, dès le collège, on ait une prise en charge de psychologues, d'infirmiers et de médecins à la hauteur de ce dont on a besoin aujourd'hui pour garantir la sécurité de tous. Mais Et ce vous, n'est pas le vous cas. dites, elle va très mal. Et cette jeunesse actuellement, mais c'est, j'allais dire, on renvoie ça à la période Covid, post-Covid, où les racines du mal, entre guillemets, pouvaient être vues déjà avant et que le Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Alors vous avez raison, le mal, clairement, ce sont les réseaux sociaux. Il faut quand même que chacun accepte l'idée que nos enfants sont livrés à des contenus absolument inadaptés à leurs âges, et à la fois en termes de violence, mais à la fois en termes de nature des informations auxquelles ils ont accès, et que les systèmes algorithmiques font que quand ils regardent quelque chose de ces natures-là, on leur en repropose d'autres immédiatement. Donc, si vous voulez, on prend le cerveau des enfants pour les endoctriner, pour en faire des consommateurs. Parce que, évidemment, c'est ça l'objectif, bien sûr, il n'y en a pas d'autre. Donc, partant de là, si vous voulez, depuis cela, évidemment qu'on avait déjà des actions à entreprendre qu'on n'a pas nécessairement entreprises. Ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, c'est qu'on a tous tellement été sidérés, et là je parle des adultes, que les enfants, qui ont une capacité d'adaptation naturelle, on le sait tous, beaucoup plus que nous, ont vu les adultes paniquer. Mais vraiment, ils ont vu qu'on était sidérés par ce qui se passait, qu'on n'avait rien anticipé, qu'on était incapable de gérer ça, qu'on racontait tout et n'importe quoi, qu'on était tous en alerte sur le poste de télévision pour savoir si on pouvait mettre les masques, pas mettre les masques, etc. Et je pense que là, les enfants se sont dit, les adultes ne sont pas si capables que ça de nous protéger. Et je pense qu'il y a une énorme rupture. Et puis, parce que ça, c'est la nature psychologique qui différencie les adultes des enfants, ben nous, les adultes, on s'est rassurés, oubliant souvent de rassurer nos enfants parce qu'ils ne nous disaient pas qu'ils n'étaient pas rassurés, parce qu'ils géraient, voilà, ils survivaient, parce qu'ils voyaient bien que nous, on n'était déjà pas capable de gérer nous-mêmes avec cette inquiétude-là, donc on n'était pas capable de les gérer eux-mêmes. Et quand nous, on a été rassurés, on n'a pas été capable de se dire, là, il y aura un trauma, et il va falloir les prendre en charge. Et il va falloir les prendre en charge longtemps. Et là, je ne vous parle même pas des effets catastrophiques sur des nouveau-nés qui ont été accueillis pendant des mois et des mois et des mois, avec des professionnels qui étaient avec eux toute la journée, qui étaient masqués, où ils n'ont jamais eu une seule émotion et lecture du visage. Je veux dire, il y aura des conséquences. Mais je ne parle même pas de ça. Je parle vraiment de jeunes de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. On le voit dans plein d'autres registres. Tous les problèmes identitaires aujourd'hui, d'identité de genre, c'est une explosion. C'est à 80%, c'est chez des jeunes adolescentes qui étaient en 6e, 5e, 4e lors du premier confinement. Ouais, les effets du confinement. Kevin Bossuet. Ils sont noyés sous les réseaux sociaux, l'importation de mode américaine absolument dévastatrice. Non, c'est ça le sujet. Ça se surajoute. Les conséquences du confinement, nous, en tant qu'enseignants, on le voit véritablement sur le terrain, avec des adolescents qui ont été très meurtris au niveau psychologique, qui se sont retrouvés dans une situation d'insécurité affective, insécurité sociale assez dramatique. Et il y a beaucoup qui ont développé des problèmes qui sont entrés, si vous voulez, dans une forme de spirale d'échec scolaire avec beaucoup de lacunes qui ont émergé au cours de cette période. Alors après, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut
redonner du sens à l'école. Et pour redonner du sens à l'école, il faut permettre aux enseignants tout simplement d'enseigner. Instruire, voilà. D'instruire, de transmettre des connaissances, de faire en sorte que les enfants qui sont dans nos salles de classe puissent devenir des citoyens éclairés, puissent s'émanciper par la connaissance et par le savoir. Et c'est vrai qu'au cours des dernières années, on a vu apparaître différentes missions, des missions parfois sociales, parfois on est des psychologues, parfois il y a des parents qui viennent nous voir qui sont complètement désemparés pour élever leurs enfants, on leur vient en aide. C'est très bien qu'on fasse ça, mais ce n'est pas le cœur de notre profession. Les élèves qui sont dans nos salles de classe veulent avoir des savoirs, veulent faire en sorte d'avoir un métier au bout de l'école. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus leur donner cela. Il y a un manque de moyens qui est grandiloquent. Et ça a été dit sur les psys. Quand vous êtes dans un établissement scolaire où pour avoir un rendez-vous avec un psychologue scolaire, il faut attendre parfois un mois et demi parce que les psychologues scolaires sont sur 3 ou 4 établissements, ça interroge beaucoup. Et surtout, cette personne, cet élève qui était dans une salle de classe avec des problèmes psychiatriques, qu'est-ce qu'il faisait ici? Est-ce qu'il n'y avait pas des structures spécialisées qui auraient permis de l'accueillir? Alors l'enquête le dira encore une fois. On voit dans nos salles de classe des élèves qui ont des problématiques spécifiques, on essaye de les prendre en charge, mais on n'est pas formé pour ça. Il faut mettre en place véritablement ces établissements spécialisés. On ne peut pas tout faire. On nous demande de régler tous les problèmes de la société, sauf que sur certains problèmes, on est complètement impuissant. Alors évidemment, l'enquête le dira sur le profil de ce jeune homme de 16 ans qui dit avoir entendu des voix lui demandant de tuer cette enseignante, cette professeure d'espagnol de 52 ans en plein cours ce matin pour le rappel des faits. Encore une fois, on attend d'en savoir plus sur l'enquête, sur son profil, sur ce qui l'a poussé à passer à l'acte. Je vous rappelle qu'il y a une conférence de presse du ministre de l'Éducation nationale à 15h45 qui sera à suivre sur notre antenne. Le ministre Pap Ndiaye qui se rend sur place cet après-midi. Oui, Pierre Lelouch. Non. Bon. Je croyais que vous vouliez réagir à Kevin Bossuet. Non. On a eu 2 ou 3 très bonnes interventions cet après-midi et je voudrais remercier cette dame ainsi que Madame Lebar précédemment. Alors moi, j'ai une autre question pour Sophie Audugé. Je voudrais savoir, là, il y a bien sûr le temps du recueillement, le temps d'absorber ce choc qui, encore une fois, qui nous touche tous parce que c'est l'école, parce que ça touche une professeure, parce que ça touche un élève de 16 ans. Et il va falloir en tirer les leçons quand même. Quelles leçons cela pourrait être? Alors, juste, pour rebondir sur ce que vous dites, je crois qu'il ne faut jamais se résigner. Le métier d'enseignant ne présente pas dans ses risques professionnels de se faire assassiner. On l'espère pas. Voyez. Non, mais voyez, ce ne sont pas des policiers. C'est important quand même de rappeler que ça ne fait pas partie des risques du métier. Oui, je crois mais que il se trouve que ce matin, une Voilà. professeure a été assassinée en plein cours. Alors Non, mais il il faut craindre. Il faut craindre. Donc il y a bien peut-être des mais il faut enseignements craindre. à en tirer, faire avancer les choses Non, après ce drame, une message. fois le deuil passé. Le message du ministre, Madame Audugé a raison, le message du ministre doit être extrêmement solide sur ce point parce que on a déjà un problème de carrière, des emplois qui ne sont pas fournis. Il ne faudrait pas que l'on vienne à faire peur aux jeunes candidats Aux professeurs. à ce très beau métier qui est d'être professeur, bien sûr. Sophie Audugé. Bien sûr. Oui, parce que si vous voulez, vous voyez, c'est anecdotique, et puis je comprends bien que le ministre a répondu avec émotion et que c'est très compliqué de répondre dans une situation comme ça, mais le fait qu'il mette sur son premier message décès d'une professeure, ce n'est pas un décès, c'est un assassinat. Vous voyez, c'est pas la même chose. Je crois que c'est très important 1000 fois raison. qu'on prenne conscience là, qu'il y a une réalité, qu'aujourd'hui l'école n'est plus capable ni d'instruire ni de protéger. À partir du moment où elle n'est pas capable de faire ça, elle ne devrait s'autoriser à ne rien faire d'autre. C'est aussi simple que ça. Et tant qu'il n'y aura pas une prise de position aussi ferme que celle-ci, au plus haut niveau de l'État, je crains qu'on aille de drame en drame. Vous voyez, l'affreux suicide du jeune Lucas. Quelle a été la réponse de Pap Ndiaye et de la Première ministre? Ça a été, on va rajouter des heures de lutte contre l'homophobie. On va attendre l'enquête, là encore. On va attendre l'enquête. Mais la maman, elle a quand même dit qu'elle avait prévenu la situation de harcèlement. On peut reprendre le rapport d'Erwan Balanan, qui a maintenant plus de 2 ans, pour le Sénat,
Il était éloquent, son rapport. Il y a un problème aujourd'hui dans l'école. On n'est pas capable de prendre en charge les situations de harcèlement. C'est aussi simple que ça. Et ça fait des années que ça dure. On va continuer à en parler. Un grand merci à vous, Sophie Audugé de Merci. SOS Éducation. Merci à Kevin Bossuet, Yvan Rioufol et Pierre Lelouch. Évidemment, sur CNews, la suite des informations après ce terrible drame qui est survenu ce matin. Cette professeure de 52 ans, professeure d'espagnol, qui a été mortellement poignardée en plein cours par un jeune homme de 16 ans. Une conférence de presse du ministre de l'Éducation nationale est attendue à 15h45. Il s'est rendu sur place.